Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une histoire criminelle, mais plutôt de l'histoire du célèbre bourreau Anatole Desblair. Anatole Joseph-François Desblair, né le 29 novembre 1863 à Rennes. Il est issu d'une longue lignée de bourreaux, le métier se perpétrant de père en fils, il n'échappera pas à son destin. Son enfance n'est pas des plus heureuses. À cause du métier peu anodin de son père, il est quelque peu chahuté par ses camarades de classe. C'est auprès de son grand-père qu'il apprend le métier de bourreau. En Algérie, où il assiste à 19 exécutions, qu'il relate scrupuleusement dans des carnets. C'est une habitude qu'il gardera d'ailleurs toute sa vie, et c'est un témoignage essentiel des exécutions de l'époque. Avant de se pencher sur le destin hors du commun de ce bourreau, qui est une figure incontournable, surnommé aussi Monsieur de Paris, autant craint que respecté, penchons-nous d'abord sur la situation de la peine de mort et le déroulé d'une exécution au début du XXe siècle. Si la France abolit officiellement la peine de mort le 9 octobre 1981, celle-ci a été perpétrée durant de nombreux siècles et de diverses manières, selon les époques, que ce soit par pendaison, au bûcher ou par écartèlement. Mais c'est une loi du 6 octobre 1791 qui va uniformiser la méthode d'exécution, en privilégiant la décapitation. Privilège alors réservé à la noblesse. L'usage de la guillotine est alors généralisé pour toute mise à mort civile. Je cite « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Cette célèbre phrase restera dans l'article 12 du Code pénal français jusqu'en 1981. On a tendance à croire, notamment à travers des films ou séries d'époque, que les exécutions à mort étaient des grands spectacles populaires où petits et grands, jeunes et anciens, se réunissaient dans une liesse presque obscène dans le but d'assouvir une curiosité malsaine. Alors oui, en effet, ça peut être le cas. Certaines exécutions pouvaient déplacer les foules, surtout si l'exécuté était un criminel connu. D'ailleurs, la tradition voulait qu'une chanson soit faite pour la mise à mort, retraçant son parcours macabre et criminel et sa destinée funeste. Mais à partir de 1820, les exécutions vont être plus encadrées, pour éviter tout débordement. Avec notamment un encadrement militaire qui quadrillait la ville et le trajet du condamné à mort de la prison jusqu'au lieu d'exécution. En 1840, les autorités décidèrent de faire exécuter les condamnés à l'aube, alors qu'auparavant, elles avaient plutôt lieu en fin de matinée. Cela avait pour but d'empêcher le peuple d'assister aux exécutions, car il y avait naturellement beaucoup moins de monde au petit matin. Ces modifications des exécutions au fil du temps amenèrent Adolphe Crémieux, ministre de la Justice du gouvernement de défense nationale, à établir le décret du 25 novembre 1870, réformant l'usage de la peine capitale en supprimant l'échafaud. En supprimant l'échafaud, on supprime ainsi la mise en scène. Il n'y avait donc plus rien à voir, le spectacle était terminé. Ce décret a aussi pour but de supprimer les bourreaux de province. Il ne reste alors en France plus qu'un seul exécuteur en chef, accompagné de 5 exécuteurs adjoints. Dans une société de la fin du XIXe siècle qui tend à se moderniser, l'image du bourreau fascine autant qu'elle divise. Mais c'est cette recherche de sensationnalisme perpétuel de la part des médias et de la population qui feront la renommée des bourreaux Desblair, et notamment Anatole Desblair. Anatole Desblair est assez discret sur sa vie privée. On sait qu'il épouse le 5 avril 1898 Rosalie Rogis, descendante elle aussi d'une famille de bourreaux. Son premier enfant meurt à l'âge de 2 mois, le 10 novembre 1899, dû à une erreur médicale. Il ne s'en remettra jamais. Mais le 4 mai 1905, Marcel, sa fille, vient au monde. Il mène une vie paisible, empreinte de modernité, ce qui détonne avec son activité professionnelle. Il est décrit physiquement comme un grand gaillard, d'une taille au-dessus de la moyenne, large d'épaules et le poignet solide. On dit de lui qu'il était opposé à la peine de mort, et remettait même en cause ce principe et sa moralité. Néanmoins, sa destinée était d'être bourreau, et il ne put en être autrement pour lui. Le bourreau Desblair touche 525 francs de l'époque, ce qui équivaut à peu près à 1800 € d'aujourd'hui. Le bourreau n'a pas le droit à la retraite, mais obtient une allocation viagère qui lui permet de se reposer. Il doit sa réputation notamment grâce aux têtes qu'il coupe, si je puis dire, qui sont pour la plupart des assassins et criminels très connus du grand public. Il y a eu entre autres les Apaches, Landru ou encore les chauffeurs de la Drôme. Néanmoins, l'arrivée du président Armand Fallières au pouvoir va mettre le bourreau Desblair au chômage technique pendant quelques années. Élu président de la République française en 1906, Armand Fallières remet à l'ordre du jour le débat sur l'abolition de la peine capitale. En réponse à cela, il gracie systématiquement les condamnés à mort. Pendant ce temps-là, Anatole Desblair trouva un emploi de rechange et devint placier en vin de Champagne. Mais la recrudescence de la criminalité en France interrompt les grâces du président, et les exécutions reprendront à partir de 1910. Anatole Desblair pourra enfin reprendre du service. La Première Guerre mondiale qui éclate en 1914 n'arrête pas le bourreau,
et une vingtaine d'exécutions ont lieu entre 1914 et 1918. Le 28 juillet 1932, il adresse au ministre de la Justice un préavis de démission. Mais celui-ci refuse et le convainc de rester. C'est le 24 janvier 1939 à Lyon qu'aura lieu sa dernière exécution, avec la décapitation d'Abdelkader Rakida. Le 3 février 1939 au matin, alors qu'il avait reçu un nouvel ordre d'exécution afin de se rendre à Rennes pour y décapiter Maurice Pilorge, il s'écroule sur le quai de la station Porte de Saint-Cloud, victime d'un infarctus. Il décédera à l'hôpital vers 8 h du matin. Desblair est inhumé auprès de son père et de son fils. Au total et durant toute sa vie de bourreau, il aura exécuté 395 condamnés à mort, de 1885 à 1939, dont 299 en tant qu'exécuteur en chef, de 1899 à 1939. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.